Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler recommandations. Je me suis dit pourquoi pas vous parler de lectures qui m'ont marqué sur ce premier trimestre de 2024. 5 séries de mangas qui m'ont plu et en vous expliquant un peu pourquoi et que je vous recommande aujourd'hui. Sans perdre de temps, on va commencer par la série Keiju numéro 8, une série dont je vous ai déjà parlé. Alors Keiju numéro 8, c'est par Naoya Matsumoto, c'est édité chez Crunchyroll. Ça a commencé en 2020 et au Japon. C'est un shonen et actuellement on est au... là c'est le tome 10, c'est le dernier tome sorti. Pourquoi j'aime bien Keiju Keiju, pour raconter vite fait l'histoire, on suit l'histoire de Kafka, qui est un nettoyeur de scènes apocalyptiques après l'apparition des Keiju, avec les forces spéciales qui ont terrassé les monstres, et Kafka, lui, fait partie des forces qui nettoient les dégâts après les combats. Sauf qu'il se retrouve malencontreusement un jour possédé par une de ces bestioles qui prend possession de son corps et il se retrouve à être le Keiju numéro 8. Donc voilà, on suit après ses aventures principalement où il va intégrer les forces spéciales anti-Keiju et on suit son parcours au sein de cette unité de forces spéciales. Ce que j'aime beaucoup dans Keiju, c'est l'action. On s'ennuie pas une seule minute, il y a toujours de l'action. Les personnages, moi j'adore les personnages de Kafka, qui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un trentenaire, donc c'est rare d'avoir un trentenaire dans les mangas aujourd'hui, surtout dans un shonen. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et les personnages qui gravitent autour de lui sont vraiment sympas aussi. Je trouve que l'écriture des personnages est plutôt bien pensée, plutôt bien ficelée. Même ceux qu'on pense qui pourraient être désagréables au départ se révèlent pas si désagréables. Enfin voilà, c'est un bon shonen, je trouve. On a des graphismes et des dessins magnifiques. Franchement, moi je suis fan des dessins sur Keiju numéro 8 parce que, j'aime bien le dire, en fait il n'y a pas de fond blanc. Il y a toujours quelque chose à regarder, il y a toujours... même le fond, l'arrière-plan au niveau des personnages, il y a toujours quelque chose et franchement moi j'adore, je me régale en lisant Keiju numéro 8. Pour la deuxième série, je vais vous présenter Le mari de mon frère, écrit par Kengoro Tagame, qui est plutôt connu de base pour faire des mangas, on va dire dans le hardcore, sexuel, homosexuel. Donc j'avais une petite appréhension sur cette série parce que il est capable de partir dans tout et n'importe quoi et dans les dessins ça peut aller vraiment dans tout et n'importe quoi. Sauf que là, pas du tout. Il est classé dans la catégorie seinen. Il y a 4 tomes, c'est une intégrale en 4 tomes et qui est sorti en 2015. Ce qui est marrant, ce qui est sorti en 2015, je trouve, dans le sens où c'est la première fois en 2015 qu'une ville japonaise autorise une espèce de PAX. Alors c'est pas un PAX, je sais plus comment ils l'ont nommé, mais une espèce de PAX au Japon. Parce que faut savoir qu'au Japon, le mariage gay, le PAX ou autre n'existe pas. Et ça se fait juste ville par ville. En fait, ce sont des municipalités qui autorisent ou non cette espèce d'union civile qui n'est pas reconnue. Et aujourd'hui, pourtant, au Japon, il y a cette demande en disant que niveau constitutionnel, il serait peut-être temps d'autoriser le mariage pour tous parce que la constitution au Japon dit que tout le monde doit être libre et égaux au droit, face au droit, donc logiquement, et ça devrait arriver et que au niveau de la constitution, il faudrait qu'on avance sur le sujet. Donc revenons au mari de mon frère, où on suit Yachi, qui avait un frère jumeau, qui est parti vivre au Canada il y a quelques années. Malheureusement, son frère jumeau est décédé là-bas. Un jour débarque Mike Flanagan, ce personnage,
qui était le mari de son frère jumeau. Donc un jour, Mike Flanagan débarque chez Yachi et sa fille Kana en se présentant comme le mari de son frère décédé. Et là, s'ensuit des aventures, mais vraiment, vraiment bien pensées et bien écrites. Ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur arrive à montrer un peu le prisme de pour moi, l'homophobie silencieuse. C'est-à-dire, je suis pas homophobe, mais est-ce que mon attitude montre la tolérance? Et avec l'arrivée de Mike, Yachi va se poser la question. En fait, c'est surtout son parcours au regard de sa fille, qui elle n'a aucun jugement. Donc Kana, qui par son innocence enfantine ne juge absolument personne et trouve tout un peu magnifique et adore Mike. Et par sa propre auto-analyse, dans le sens où il n'a aucun problème, il n'avait aucun problème avec l'homosexualité de son frère, il n'a aucun problème avec le fait que Mike soit présent, on va dire, dans leur vie, qu'il se soit imposé là, actuellement, dans leur vie. Mais ça le remet en question sur beaucoup de choses et surtout, en fait, sur comment lui se comportait aussi face à son frère. Et ça le remet en question sur sa tolérance face à l'homosexualité. Ça nous met aussi en lumière la vision de l'homosexualité au Japon, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Et franchement, c'est bienveillant. Il n'y a pas de négatif. C'est vraiment un questionnement sur la vision de l'homosexualité au Japon à travers un personnage qui doit faire en même temps le deuil de son frère. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette lecture parce que ça offre une vision qui est plutôt neutre. Pour moi, elle est neutre et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est cette neutralité dans le discours, dans les échanges entre les personnages. L'innocence de Kana qui apporte une fraîcheur C'est pareil, Kana qui va pas comprendre qu'on puisse juger Mike par rapport à sa sexualité parce qu'elle est à milieu de juger ça, à la milieu de se dire c'est pas normal ou il y a un problème. Donc franchement, non, c'est vraiment une très bonne lecture, une très bonne surprise. Et voilà, il n'y a pas de... Alors, c'est pas spoilé, je pense pas que de dire ça, mais on est vraiment dans le positif, on est vraiment dans le bon, et il n'y a pas de romance. Il n'y a pas de romance entre ces deux personnages, c'est juste une vision. Juste une vision une espèce de critique. Une critique bienveillante de la société japonaise au niveau de l'homosexualité. Alors, je vais poursuivre avec une lecture plutôt récente qui est sortie au début du mois. C'est Spider-Man Fake Red. Alors, moi, je suis un lecteur de comics à mes heures perdues, dans le sens où j'ai... ils sont là-bas. J'ai beaucoup de comics et j'aime beaucoup Spider-Man. J'étais curieux de découvrir cette aventure en format manga. Et franchement, c'est vraiment une très bonne aventure. Ça respecte les codes du comics de Spider-Man. En gros, l'histoire, on suit Yu, qui est un élève un peu à la Peter Parker, qui n'a pas forcément d'amis, qui n'est pas forcément intégré dans sa classe, donc c'est un lycéen, qui trouve un jour le costume de Spider-Man dans une ruelle. Il décide de le mettre pour pouvoir, comme ça au début, pour dire ouais, je vais l'essayer, j'ai le costume de Spider-Man. Et il se retrouve malgré lui embarqué dans le quotidien de Spider-Man où tout le monde le prend pour Spider-Man et tout va tellement vite qu'il n'a pas le temps de dire non mais attendez, c'est pas moi, Spider-Man. Il se retrouve dans des aventures en fait, qui respectent pleinement le comics. Je trouve que c'est vraiment une espèce de bel hommage. Et puis c'était sympa de le découvrir en niveau manga. Puis les dessins sont magnifiques. Les dessins sont dignes des grands dessinateurs de comics. Donc ça, franchement, c'est... Si jamais vous voulez un jour découvrir Spider-Man, si jamais vous voulez découvrir un peu l'univers, parce qu'on n'a pas l'histoire, on ne repart pas du tout de l'histoire de Spider-Man, c'est vraiment... c'est acté, c'est genre Spider-Man, il existe, et Spider-Man, c'est
c'est Peter Parker, où est-ce qu'il est Peter Parker? Parce que du coup, bah, on retrouve le costume, donc c'est que Peter Parker, il lui est arrivé quelque chose. Et donc, on n'a pas du tout, c'est pas du tout une origin story, hein. C'est vraiment bah, une histoire à part entière et qui, pour moi, correspond pleinement à l'univers Spider-Man. Enfin, si ça avait été un comics, ça aurait été un comics parfait qui intégrait la collection Marvel aujourd'hui. Donc, franchement, une très bonne surprise chez Panini Manga. C'est par Yusuke Osawa. C'est un one-shot. C'est un one-shot. Après, là, il a écrit... Donc, alors, je suis pas très Star Wars, mais il a écrit 2 one-shots différents après celui-là sur Star Wars. Et j'ai limite envie d'aller m'intéresser parce que j'ai trouvé que c'était assez fidèle et que c'était vraiment sympa. Et puis, enfin, on sent que c'est un fan. On sent que c'est quelque chose qui a été bien travaillé, qui a été bien pensé, et que ça, pour moi, c'était mérité que ça ait été publié en manga. Franchement, donc si vous voulez découvrir Spider-Man, si vous aimez Spider-Man, c'est un très bon manga, je vous le recommande. Je vais poursuivre avec un tome publié chez Anna Édition, et c'est Dear Jean, un yaoi, écrit par Kaya Azuma. C'est en 2 tomes, c'est un intégral en 2 tomes. Pourquoi je vous parle de cette série? Alors on suit les aventures de... Alors il y a 2 temporalités. On est sur 1992. On suit Jean qui va vivre chez son oncle Trevor à New York. Donc pour ses études, il va chez son oncle. Il découvre dans la bibliothèque de son oncle un journal intime dans lequel son oncle racontait un peu sa vie. Et donc, on est là en 1973. Et donc, on a en parallèle la vie de Trevor en 1973, où il a rencontré un fameux aussi Jean, un jeune homme qui sortait de la communauté Amish. Et, alors, le neveu, Jean, c'est un peu compliqué à chaque fois avec les 2 Jean, mais il s'appelle que les 2 Jean. Donc, le neveu, Jean, il se surprend à suivre à travers le journal intime les aventures de son oncle avec ce fameux Jean, où ils ont plusieurs années d'écart et il suit le journal intime. Donc on a le journal intime qui défile sous nos yeux. Il y a des scènes hautes mais qui pour une fois ne me gênent pas, dans le sens où elles sont poétiques. Enfin, j'ai rarement vu des scènes érotiques aussi poétiques, dans le sens où elles sont vraiment pas dérangeantes. Moi j'ai un peu de mal. Alors pourtant je lis beaucoup de yaoi et c'est ce qui me dérange le plus à chaque fois. Donc dans le sens où si tu en mets, il faut que c'est un intérêt, parce que s'il n'y a pas d'intérêt, j'ai envie de dire, pour moi on perd juste des pages pour rien. Donc là il y a une espèce d'intérêt parce qu'il y a toujours une espèce de poésie, il y a toujours une espèce de sens à ces scènes-là. Donc elles sont pas dérangeantes. Franchement, c'était un bon yaoi. Les dessins sont vraiment très beaux aussi. Donc fait assez rare aussi dans les yaoi parce que bon, j'en ai reparlé au début de la vidéo, mais les yaoi, il y a beaucoup de fond blanc. Et donc on a beaucoup les personnages, mais on a rarement les décors. Et là, non. Là, on a beaucoup de décors, on a beaucoup de paysages. On découvre aussi, à travers les regards de Jean de 1973, la ville de New York. Donc, franchement, une très bonne lecture. Et je pense que même si un jour vous voulez découvrir le yaoi, ça peut être un bon démarrage. Parce que c'est une bonne histoire. 2 tomes, c'est très bien. Et il n'y a pas de scène dérangeante. Il n'y a pas d'excès d'érotisme, on va dire. Donc voilà, Dear Jean en 2 tomes. Et je vais terminer avec une série que je vous ai déjà parlé aussi vite fait, c'est Ajin. J'ai lu l'intégrale, les 17 tomes. Ouais, c'est 17, j'avais un truc. 17 tomes. Alors, Ajin, on suit quoi? On suit les aventures de Kai. Kai qui se retrouve 17 ans après l'apparition du premier Ajin à être lui aussi un Ajin. Il le découvre, alors je vous spoil pas, hein, c'est le synopsis. Donc il découvre après un accident en fait qu'il est immortel
parce que les Ajin sont immortels. Cette série, on suit donc les aventures de Kai, en gros. Les aventures de Kai sur 2 volets. Le volet un peu gouvernement, où le gouvernement, il veut contrôler les Ajin, il veut faire des expériences sur les Ajin, donc il est obligé de fuir. Donc il fuit le gouvernement qui veut l'attraper. Et il y a aussi un autre prisme, c'est les Ajin en eux-mêmes avec Sato. Sato qui sera le grand antagoniste de cette histoire, qui est un Ajin et qui lui, en fait, veut défendre le droit des Ajin, mais par un prisme qui est plutôt particulier, parce que il va y avoir des morts. Dans cette série, il y a beaucoup de cadavres. Et on ne sait pas dans quel... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on ne sait vraiment pas dans quel camp se situer. Dans le sens où on a tendance à dire que les uns sont les méchants, mais en fait l'attitude des autres, finalement, parce que c'est pas eux les méchants, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. Donc c'est difficile de se situer dans ces 2 camps. Franchement, Agile, je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai dévoré les 17 tomes. Le graphisme s'améliore au fur et à mesure des tomes. Il est déjà bon au démarrage, on n'est pas dans un... Mais on sent une amélioration quand même au fur et à mesure des tomes. 17 tomes, c'est parfait. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Je me suis vraiment pas ennuyé, pas une seule seconde. J'ai tout dévoré. Et comme je le dis régulièrement, faut pas avoir peur du gore. Faut pas avoir peur un peu de l'horreur. Et si vous n'avez pas peur de ça, franchement, foncez, lisez Ajin, parce que c'est un bon scénario. Et qui, en fait, fait un peu réfléchir, même si, forcément, c'est fantastique, donc il n'y a rien qui est dans la réalité. Mais moi, je me pose toujours des questions à chaque fois en me disant, et si demain ça arrivait, comment ça se passerait? Ça pourrait se passer comme ça. Donc, Ajin, donc c'est par Gamon Sakurai, c'est chez Glénat. C'est en 17 tomes. Bon, ça date un peu, parce que la première édition au Japon, elle est de 2012. Mais voilà, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore lu ou si vous avez des doutes, allez-y, n'hésitez pas. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de cet homme-là, de ces séries-là, parce que c'est des séries qui m'ont marqué ou qui m'ont bien plu pour certaines raisons. Donc voilà, j'avais envie un peu de les mettre en avant et de vous les présenter. Dites-moi si vous les avez déjà lus, si ça vous a plu cette vidéo, si les recommandations vous ont semblé intéressantes ou si je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait parce que c'est ce qui nous aide aussi à développer un peu la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt!